Peuple camerounais, bonjour. Bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Que notre lumière soit avec nous. La révolution lumière, la révolution spirituelle du peuple camerounais est aussi un très bon moment de savoir et de connaissance. Un très bon moment qui nous oblige à nous replonger dans l'histoire de notre cher et beau pays pour comprendre pourquoi nous vivons cette crise terrible actuellement au Cameroun. Aujourd'hui, je vais être l'homme podole, le porte-parole. En tout cas, je me permets. Le podole, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça qu'on appelait le plus grand combattant de la liberté du peuple camerounais, Ruben Omniobe. Oui, je vais vous parler de la guerre des 13 ans. La guerre des 13 ans commence juste avant le début de l'indépendance du Cameroun et se termine 11 ans après les indépendances. La guerre des 13 ans commence très clairement avec l'assassinat de Ruben Omniobe le 13 septembre 1958 et se termine le 15 janvier 1971 à Bafoussam avec l'assassinat de Ernest Ouandji. La guerre des 13 ans a été une guerre terrible, aux conséquences lourdes et qui continue à peser jusqu'aujourd'hui sur l'histoire du Cameroun. Si nous, les Camerounais, ne comprenons pas cette guerre en détail, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive. Et justement, vous comprenez qu'une guerre qui dure plus de 60 ans, les Camerounais ne savent même pas de quoi il s'agit. Et s'ils ne le savent pas, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'était une guerre qui se voulait secrète, discrète et dont personne ne devait en parler. Un illustre écrivain camerounais, Mongo Betty, a essayé d'écrire sur cette guerre en 1972. Non seulement ces livres ont été interdits, mais ils ont été brûlés. De quoi s'agit-il, cette guerre de 13 ans? La guerre de 13 ans, c'est une guerre organisée par la France, le pays colonial à l'époque. Alors que les combattants de l'UPC, Union des populations camerounaises, n'étaient pas préparés à faire une guerre, car ils étaient pacifiques, ils étaient modérés et ils voulaient tout simplement la vraie indépendance de leur pays, le Cameroun, la vraie liberté de leur peuple, les Camerounais. Mais pour la France, il n'était pas question. Et le fait qu'ils ont essayé de résister à la France a donc choisi de donner une pseudo-indépendance au Cameroun avec Amadou Ahidjo
pendant 2 ans comme Premier ministre de 58 jusqu'en 60, et puis président de la République jusqu'en 1982. Et tout de suite, la France a appris des méthodes toutes nouvelles au jeune président Ahidjo, qui prenait la destinée de son pays. La France s'est donc permis de se lancer elle-même dans une guerre contre les populations du Cameroun. Une guerre contre l'UPC. Une guerre contre tous ceux qui pouvaient être des partisans de ce parti. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, l'UPC était très populaire au Cameroun. Les Camerounais adhéraient à ce parti du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais particulièrement dans le pays Bassa et dans le pays Bamileke, où les gens étaient très engagés. Alors, la France n'est pas passée par deux chemins. Ils ont mis en branle des méthodes violentes, extrêmement violentes, inhumaines, pour pouvoir taire tout ce peuple. Et la guerre n'a pas été facile. Imaginez-vous que ça a duré quand même 13 ans. En 13 ans, combien de Camerounais ont été tués? 2 ans avant qu'Ahidjo ne prenne le pouvoir et 11 ans pendant que le président Ahidjo, le premier président du Cameroun, était au pouvoir. Il a donc appris à intimider, à manipuler, à arrêter, à torturer et à tuer, s'il le faut, les Camerounais. Tout cela pour qu'une seule chose s'installe au Cameroun: la peur de l'État. C'est pour cela qu'au Cameroun, le peuple, dans sa majorité, a peur des hommes en tenue. Ils ont peur de la police. Ils ont peur des militaires. Et c'est tout à fait normal. Toute la police camerounaise aujourd'hui, à votre avis, ont majoritairement quel âge? Ils ont majoritairement moins de 60 ans. C'est-à-dire, ils sont nés dans ce système-là. Dans ce système où on brutalise, dans ce système où on torture son propre peuple. Dans ce système aussi qui, en 60 ans, les gens, les populations ont appris à faire avec, c'est-à-dire à faire semblant. Au Cameroun, on fait semblant depuis plus de 60 ans. Oui, la France n'était pas le seul pays occidental qui faisait subir aux populations dont ils avaient l'autorité ce genre de traitement. Les Anglais, au même moment, le faisaient aussi au Kenya, sur certaines populations kenyanes. Mais au jour d'aujourd'hui, les Kenyans sont partis dans l'histoire étudier ce qui s'est passé. Ils se sont constitués en association. Ils ont réclamé que justice soit faite.
La Grande-Bretagne a reconnu ses torts et a payé. Au Cameroun, rien. Rien parce que Ahidjo ne l'a pas fait. Rien parce que Mbia ne l'a pas fait. Au contraire, si au temps d'Ahidjo, après l'assassinat d'Ernest Ouandjé en 1971, dont 13 ans, jour pour jour, de cette guerre a commencé. Et un petit détail qui vaut la peine d'être dit. L'assassinat d'Ernest Ouandjé se fait à Bafoussam, à un carrefour en pleine journée. On fait venir la population qui voit comment on lui tranche la tête. Et on le laisse en public pour que tout le monde puisse voir, pour que ça puisse entrer dans le cerveau et qu'on n'oublie jamais, que personne ne tente plus jamais à s'opposer à la force de l'État, au gouvernement. C'était le gouvernement d'Ahidjo, mais en réalité, c'était la France. Elle était contente, elle avait gagné. Oui. Nous comprenons aujourd'hui que quand Paul Biya prend le pouvoir en 82, il continue exactement la même chose. Il le fait encore plus belle qu'Ahidjo. Parce que les temps commencent à changer. Les gens commencent à vouloir parler. Alors, on réprime plus, on intoxique plus, on manipule plus, on torture plus et on développe plus des concepts comme le tribalisme. On le développe tellement que les populations qui souffraient de toutes parts du Cameroun apprennent maintenant à faire ce repli identitaire. Et entre-temps, n'oubliez pas que les chefs des différentes régions du Cameroun ont vu ce qui s'est passé. Donc, dès ces moments-là, on a commencé à les mettre au pas. Et ceux qui obéissaient étaient récompensés avec leurs fils placés aux hautes sphères de l'administration, souvent comme des ministres, comme des gouverneurs, comme des préfets, comme pouvant aller faire des études en Occident. Voilà le prix pour continuer à embastiller le petit peuple. Aujourd'hui, Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Regardez vous-même au Cameroun. Les grands chefs sont pratiquement tous des sénateurs, n'est-ce pas? C'est pour qu'ils puissent continuer à embastiller le petit peuple. Ils sont tous des membres du RDPC, qui n'est rien d'autre que la continuité de l'UNC. L'UNC, n'oubliez pas, était un parti unique. Le RDPC, n'oubliez pas, quand on a même voulu créer le multipartisme au Cameroun, ce n'était pas le gouvernement camerounais de Paul Biya qui l'avait choisi, c'était la France, parce qu'ils en avaient marre des réfugiés venant en France de tous ces pays anciennement colonisés. Alors, on va créer une pseudo-démocratie pour pouvoir maintenant dire au peuple, voilà, vous pouvez vous exprimer dans les partis d'opposition, restez chez vous. Sauf que l'opposition, c'est une opposition de façade. Et le Cameroun excelle dans cela. Nous savons bien que sur
la multitude des partis d'opposition qui existent au Cameroun, ce sont tout simplement des petites associations, des petits groupes qui se créent pour pouvoir continuer à jouer un peu le jeu politique, comme quoi le président Paul Biya ne va pas aux élections seul, il va avec des opposants. Et puis très vite, ils rejoignent la maison pour pouvoir partager un peu les miettes du gâteau qui se mange au palais. Voilà à quoi sert l'opposition au Cameroun. Voilà pourquoi Paul Biya ne se dérange jamais par rapport aux élections. Voilà pourquoi chaque fois qu'il perd, il a toujours gagné. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'histoire. Mais malheureusement pour Paul Biya, aujourd'hui, il fait face, j'ai trouvé au moins à 5 défis, à 5 gros problèmes. Le tout premier, c'est tout simplement la nature. Il est vieux, il est faible. Il n'a plus les forces de courir partout, de courtiser, de dire je suis le plus bon élève, de venir parler à la télévision et de dire à Eric Tchindji, avec un petit coup de tête, tu peux tomber. Moi, je l'ai vu. Oui, Eric Tchindji aujourd'hui est toujours là. Il vient même parler au Cameroun pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Mais vous savez quoi? Rien ne va changer. Parce que Paul Biya va droit au mur. C'est comme ça qu'il a été formé. On ne change pas à 87 ans. C'est pas possible. Les gens peuvent aujourd'hui essayer de trouver des tournures pour vous dire c'est un panafricaniste. Il aime son pays, le Cameroun. Il va se battre contre la France, contre les Américains, contre l'Union européenne. Il va aller à la Russie, vers la Chine pour que le Cameroun puisse être concurrentiel, pour qu'on puisse atteindre l'émergence. On n'atteindra pas d'émergence. Dans les problèmes de Paul Biya tout à l'heure, je vais y revenir. Le premier était donc sa faiblesse, son grand âge. Oui. La deuxième, c'est la guerre au Nozo. Il n'aurait jamais dû aller faire une guerre au Nozo. Oui, parce que les anglophones sont déterminés. Et ils ont des bonnes raisons de l'être. Parce que derrière la détermination des anglophones, il y a quelque chose de fondamental et de capital. La diaspora. Oui, la diaspora anglophone d'abord. Ils sont où? Ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis. Et la majorité sont partis ces 40 dernières années. Oui, ils ont fait des enfants là-bas qui ont grandi, qui ont peut-être entre 30 et 40 ans aujourd'hui pour les tout premiers. C'est-à-dire qui ont aussi fait des enfants. Donc, on se retrouve dans ces pays avec une diaspora qui est déjà dans sa, on va dire, qui est déjà en train d'entamer sa 3e génération, étant donné qu'une génération, c'est 20 ans. C'est de ça qu'il est question. Vous croyez que ces gens-là, ils se sont installés lourdement là-bas. Ils voient comment on traite des êtres humains différemment. Ont envie d'accepter qu'on puisse continuer à traiter les leurs dans leur pays moins bien que des chiens, comme la France avait appris aux différents gouvernements camerounais à traiter le peuple. C'est de ça qu'il est question. Paul Biya n'a pas eu le calcul. Il n'a pas su calculer cela. Les gens l'ont toujours dit, c'est un grand politicien. Il a la force de l'expérience. En réalité, on comprend qu'il a 0 expérience. C'est un fainéant. Il ne fait rien. Il ne fait que ce qui a déjà été écrit. Il tape exactement dans l'ancien. Il n'a rien fait de nouveau. Il devrait comprendre qu'il ne fallait pas aller faire cette guerre. Et même jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas.
Parce qu'il se fait déjà trop tard. La solution pour Pondia, non, je ne parle pas encore de ça pour le moment. Je vais continuer avec ces problèmes. Et je vais donner la solution plus tard, si encore ça sert à quelque chose. Le troisième point, c'est que nous vivons dans un temps moderne. Vous voyez, il existe des réseaux sociaux, comme ce petit bout de téléphone avec lequel je suis en train de vous parler. C'est magique. Avec ça, on n'a plus besoin de la CRTV, on n'a plus besoin de Cameroun Tribune, on n'a plus besoin de France 24, de RFI et de tous les autres médias. On s'en fout. Oui, on peut aller tout droit, communiquer les uns avec les autres. Et puis, avec l'intelligence aujourd'hui, chacun comprend où se trouve la vérité. Et je vous l'ai dit, nous sommes dans une révolution de lumière, dans une révolution de vérité, dans une révolution qui se fait au plein jour. Révolution soleil, comme disent certains. Donc on ne cache rien. On n'a pas intérêt à cacher quoi que ce soit. Et puis, un autre point, Pondia continue à taper dur avec les vieilles méthodes. C'est-à-dire, il voit que les Camerounais commencent à le résister. Il fait encore plus de répression, plus de torture, plus de tueries, croyant que ça va effrayer. Il réunit des chefs traditionnels pour qu'ils aillent à Bafoussam parler. Il leur demande de parler à leurs enfants. Ils croient que quel enfant écoute encore ces papis-là du Cameroun. Oui, ça ne veut pas dire qu'on les respecte pas, on les respecte. Mais on sait ce qu'il vaut aussi. On sait dans quel contexte il parle. On sait de quoi il est question. On sait comment on vit au Cameroun. Au Cameroun, on ne fait que semblant. Personne ne dit la vérité. Personne ne dit ce qu'il ressent. Parce qu'il sait que s'il le dit, il va être tout de suite indexé. Et il peut même perdre sa vie. Au Cameroun, les oiseaux se cachent pour mourir. Les Camerounais se cachent pour mourir. Il n'y a que ça. C'est pour ça que quand vous les entendez parler, ils parlent fort. Ils se filment avec leurs billes, avec leurs poissons, autour de leur nourriture pour montrer que tout va bien. Alors qu'en réalité, rien ne va. Parce que quand vous allez au Cameroun, tout le monde souffre de fièvre typhoïde, du palu dans le sang. Et tous ces gens-là, quand ils arrivent ici, bizarrement, même sans prendre le moindre comprimé, au bout de 6 mois, on ne parle plus de palu dans le sang. Au fait, c'était la mauvaise eau qu'on buvait au Cameroun, quoi. Bien sûr, le palu aussi avec les moustiques. Bon, je sais. Est-ce que vous savez qu'à un moment, au temps d'Aïdio, on passait dans la ville de Yaoundé, au mois en particulier, à des moments, aux saisons, pendant les saisons où les moustiques pondaient les œufs, pulvériser un certain produit comme ça dans toute la ville pour que voilà, les populations ne puissent pas souffrir. Ce temps-là est révolu, n'est-ce pas? Ouais, c'est un peu la différence entre le temps d'Aïdjo et le temps de Biya aujourd'hui. Voilà. Le roi fainéant est vraiment fainéant. Il ne fait rien. Et puis, le dernier maintenant, le dernier point, c'est que manque de Paul Biya. Quand la France a fait cette guerre de 13 ans, il y avait 2 mots d'ordre. La discrétion, le secret. Et si quelqu'un essayait d'en parler, on le tuait. C'est ce qu'un Biya essaie de faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tout le monde le sait. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous prenez une arme, vous déposez même une voiture au nozo, vous déposez vos chars au nozo. Avec les GPS, on peut voir exactement où ça se situe. Vous avez vu comment on a essayé de tout faire pour calculer et repérer vos soldats qui ont tiré sur les femmes au nord du Cameroun? Oui. Avec le GPS, on les a localisés. On zoome et on arrive même à lire ce qui est écrit sur leur habit comme ce qui est écrit sur mon chapeau là. On voit tout. Et en plus, on écoute leur voix. Ils parlaient en langue, ils parlaient en boulot.
Ouais. Après, les ministres ont dit que ça venait du Mali. Pour finir par dire oui, oui, ça vient du Cameroun. Après, non, 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 c'est des bavures comme un peu partout dans le monde. Sauf que c'est pas ça le problème. La réalité, c'est que le secret, la discrétion, vous ne pouvez plus le faire. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et le grand problème de Paul Biya, comme je l'ai dit tantôt, il le sait. Il a très peur. Et les gens autour de lui ne comprennent même pas encore qu'ils sont en train d'aller droit dans le mur. Et ça va être dur pour eux. Mais ne vous inquiétez pas. On va aller jusqu'au bout. Pour que ça ne puisse plus jamais se refaire au Cameroun. On va vous traquer. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, aujourd'hui, ça s'appelle le génocide. Et déjà, il y a 13 ans, je dis il y a 13 ans, il y a plus de 60 ans, quand la France ne voulait pas que ça se sache, c'est parce que la France ne voulait pas être accusée de ces exactions-là, de ces atrocités-là. Oui. Et puis, je vais profiter de dire quand même une chose qui vaut la peine d'être dit. La France n'a jamais reconnu cette guerre qu'elle a menée lourdement contre le peuple camerounais, où nous avons perdu beaucoup des nôtres. Mais je dois reconnaître que depuis les indépendances, un seul président français a essayé de parler un tout petit peu de cette situation-là en évoquant des répressions et une situation tragique. Il n'a même pas eu le courage de parler d'exercice. Mais au moins il en a parlé. Il s'agit du président François Hollande. Bravo au président François Hollande. J'ai toujours dit, à mon humble avis, c'est le meilleur président que la France ait connu depuis le temps. De toute façon, du point de vue d'un Camerounais. Et ça se confirme. Parce que le plus grand mal du Cameroun, c'est justement cette guerre-là. La façon dont on a donné l'indépendance au Cameroun. Parce que là, je vais vous dire ce qui fait que aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est que justement, après la fin de la guerre, le président Amadou Ahidjo, qui avait déjà appris et avait vu que ces méthodes de répression, d'arrestation, de torture marchaient, il a gardé cela en forme de gouvernement. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné. Et Paul Biya a bien vu que ça marchait. Et c'est comme ça qu'il a continué. Alors, que personne ne vienne vous dévier. Apprenez juste l'histoire. Il existe des livres que beaucoup ont écrits. Je ne connais pas exactement les titres, mais cherchez, vous allez trouver. Oui, cherchez, vous allez trouver. Il existe des livres que les gens ont écrits et qui parlent de tous ces événements-là. Donc, quand on transforme la torture, la peur en une forme de gouvernement, tous les êtres humains ne font que semblant. Ils ne font rien normalement. Et c'est pour cela que on ne sait pas à quel moment le président Paul Biya va vous frapper. Que vous travaillez bien, que vous travaillez mal, quand il veut frapper, il frappe. Et quand je dis frapper, ça peut aller de juste vous mettre un peu à l'écart, juste vous affamer un tout petit peu, même vous tuer. Il n'a rien à foutre. Et les autres Camerounais vont forcément dire, c'est bon, il a eu ce qu'il cherchait. Quel que soit le ministre de Paul Biya, quel que soit ce que Paul Biya lui fait, Paul Biya a toujours raison. Il y a toujours une raison pour laquelle il l'a puni. Et quand Paul Biya te fait une promotion,
il a toujours raison. Il existe toujours une bonne raison pour laquelle il t'a fait une promotion. Même si cette raison-là est le fait que tu as tué ton collègue ministre ou que tu as tué d'autres Camerounais. Voilà l'état dans lequel nous sommes. Comme disent certains, le Rwanda-Foukistan ou bien je ne sais pas quoi. Mais je viens là de vous donner un petit secret de l'histoire. Si cette vidéo n'a pas été pertinente, réécoutez-la encore et faites vos propres recherches. Confrontez ce que je viens de vous dire à ce que vous allez trouver. Et c'est comme ça qu'on va comprendre ce qu'on est en train de vivre actuellement. Est-ce que le RDPC de Paul Biya n'est pas en train de faire au MRC de Maurice Kamto ce que le président Ahmad Vaïdou avec son UNC faisait aux partisans de l'UPC? Est-ce que le président Paul Biya ne gouverne pas les Camerounais exactement comme Ahidjo le faisait, exactement comme la Flandre avait commencé, c'est-à-dire la torture, installer la peur et puis tuer les Camerounais gratuitement? Ouais, c'est de ça qu'il est question. Après, vous allez me dire, oui, c'est normal, c'était pour les intérêts économiques et tout, blablabla. Je n'ai même pas envie d'en parler. Faites ces analyses-là. Mais moi, je suis en train de parler de comment une personne a pu rester président d'un pays pendant bientôt 40 ans et termine comme Paul Biya est en train de terminer là. Et quand nous parlons d'intelligence, oui, il faut une certaine intelligence pour rester là. Ce même président Paul Biya a répondu à François Hollande, le seul président français qui a osé parler de ce qui s'est passé au Cameroun dans les années 60, jusqu'au début des années 70. Il lui a dit, ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Oui, Paul Biya, vous pouvez. Parce que le peuple camerounais est par terre. Peuple camerounais, vous savez ce que vous avez à faire. Levez-vous. Peut-être prochainement, il me faudra encore vous parler de souveraineté. Et avant que je ne vous parle de cela, sachez une chose. Vous êtes souverains. Vous êtes des êtres humains dignes. Vous avez le droit à la vie. Vous avez le droit au respect. Et personne ne doit vous traiter comme Paul Biya vous traite depuis 40 ans. Je vous remercie. Et restez scotchés pour la suite.